Ils ont fait une croisière en famille pendant les fêtes sans me le dire. Je l'ai découvert quand ma tante a publié « Seulement ceux qui comptent ». 2 jours plus tard, j'ai reçu une notification, le plafond de ma carte de crédit était atteint. Forfait SPA, surclassement de vol. Puis mon frère a envoyé un texto dans la conversation de groupe, elle s'en fichera. C'était pour ma mère. J'ai répondu, et maintenant, ça t'importe, et j'ai signalé chaque transaction comme une fraude. À 5h48 du matin, mon téléphone explosait. Je m'appelle Camille, et j'ai découvert que toute ma famille était partie en croisière de Noël sans moi à cause d'une publication sur Instagram. C'était le 23 décembre, vers 16h30 de l'après-midi. Je m'en souviens parce que je venais de sortir de Carrefour et j'étais assise dans ma voiture, en train de décoller un de ces autocollants de sécurité tenace d'une bougie en promotion. J'avais prévu de passer Noël seul, comme je l'avais fait ces dernières années. Non pas parce que je le voulais, mais parce que je m'étais habitué à être la dernière roue du carrosse. Pourtant, j'avais acheté du papier cadeau, un rouleau de ruban adhésif et 2 sacs cadeaux au cas où quelqu'un déciderait de faire un minimum d'efforts et de passer me voir. J'ai ouvert Instagram pour me distraire du vide, et la première publication en haut de mon fil m'a glacé le sang. C'était un carrousel de photos de ma tante, Nathalie. Première photo, l'océan, d'un bleu vif et infini. Deuxième, une photo de groupe sur le pont d'un bateau de croisière. Mes parents, mon frère Romain, sa fiancée Laura, même ma cousine Chloé, tous souriant comme s'ils avaient gagné au loto. Un verre à la main, des lunettes de soleil sur le nez, toute l'esthétique, nous valons mieux que vous, poussée au maximum. La légende, bonheur des fêtes avec seulement ceux qui comptent le plus. Seulement ceux qui comptent. J'ai fixé la publication pendant 1 minute entière, j'ai fait défiler à nouveau, et j'ai regardé les commentaires. Chloé avait posté un cœur. Laura avait identifié la compagnie de croisière. Ma mère avait commenté avec un emoji soleillé, meilleur Noël de tous les temps. J'ai vérifié la date. La publication avait été mise en ligne il y a 3 heures. 3 heures, et toujours pas un seul texto, appel ou message de qui que ce soit. J'ai vérifié la conversation de groupe de la famille. Morte depuis la Toussaint. Au début, j'ai essayé de me convaincre de ne pas être en colère. Peut-être que c'était un voyage de dernière minute. Peut-être qu'ils pensaient que j'avais des projets. Mais plus je regardais, plus cela devenait clair. Ce voyage était planifié. Tenues coordonnées, bagages assortis, dîner réservé, excursion de luxe. Ce n'était pas juste des vacances. C'était une fuite loin de moi. Ils n'avaient pas oublié. Ils m'avaient exclu. Le soir du réveillon de Noël, j'étais assise seule sur mon canapé avec une pizza surgelée et une bouteille de vin. J'ai essayé de ne pas regarder leurs stories, mais bien sûr, je l'ai fait. Ils étaient dans les Antilles, en Martinique je crois. Journée à la plage, dîner au coucher du soleil, soins au spa. Romain a posté une vidéo de lui plongeant d'un catamaran pendant que ma mère l'acclamait. Mon père portait une chemise hawaïenne ridicule que je lui avais achetée il y a 3 ans. Aucun d'entre eux ne semblait s'ennuyer de moi. Le matin de Noël, je me suis réveillé avec une autre sorte de surprise. Le plafond de votre carte de crédit a été atteint. J'ai cligné des yeux en lisant l'alerte. Ce devait être une erreur. J'utilise rarement cette carte, juste pour les urgences et quelques commandes en ligne occasionnelles. Je me suis connecté. 7 647,46 € de nouvelles charges, forfait spa, salon d'aéroport, brunch au champagne, achat hors taxe, une charge de 1100 € dans une boutique de bijoux, et un massage, pour lui et pour elle, facturé au spa de la croisière. J'ai eu la nausée. Puis la conversation de groupe a sonné. Un message de Romain, elle s'en fichera. Elle ne s'en soucie jamais. Il voulait l'envoyer à quelqu'un d'autre, probablement ma mère. 10 secondes plus tard, désolé, Camille. Mauvaise conversation. J'ai fixé l'écran, puis j'ai tapé en réponse, et maintenant, ça t'importe? J'ai immédiatement appelé la société de carte de crédit, je leur ai dit que je n'avais autorisé aucune de ces charges et j'ai expliqué que la carte avait dû être compromise. L'agent a gelé le compte et a lancé une enquête pour fraude. Ensuite, j'ai appelé la compagnie de croisière. Je leur ai donné mon nom et je leur ai dit que je n'étais pas sur le bateau et que je n'avais jamais rien réservé. J'ai fait de même avec la compagnie aérienne, en leur disant que j'étais à Lyon et que je n'avais jamais quitté la ville. Ils ont dit qu'ils allaient faire remonter l'affaire en raison des charges internationales et ont signalé le compte lié à ma carte. Le compte à rebours avait commencé.
À 5h48 du matin, mon téléphone s'est mis à sonner comme s'il était en feu. 10 appels manqués, 3 messages vocaux, des textos de ma mère, de Romain, même de Chloé. Puis sont venus les courriels. Un du service de facturation de la croisière disant qu'il y avait un problème avec leur méthode de paiement. Un autre de la compagnie aérienne disant que les vols de retour étaient gelés en raison d'une activité suspecte. Ils étaient coincés. Je me suis versé un café, je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé la panique s'installer. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Ce n'était pas fini. Loin de là. Le lendemain matin, mon téléphone avait l'air d'avoir survécu à une catastrophe naturelle. 42 appels manqués, plusieurs messages vocaux, un flot de textos si long qu'il a fait planter mon application de messagerie 2 fois. Il perdait pied, et il le faisait bruyamment. Je m'appelle Camille, mais selon ma famille, ce matin-là, j'étais apparemment égoïste, dramatique et je surréagissais. Je ne leur avais pas dit un seul mot, pas un seul. Et ce silence était plus tranchant que tout ce que j'aurais pu crier. Le premier message vocal venait de ma mère. Elle avait l'air de faire de gros efforts pour prétendre que tout était normal. Elle a dit qu'il n'était pas sûr de la manière dont l'erreur de carte s'était produite, et elle pensait que ça ne me dérangerait pas puisque je ne l'utilise jamais. Puis elle a bifurqué vers une phrase décousue sur le fait que le voyage avait été planifié rapidement et qu'il ne voulait pas me déranger. Ne pas me déranger. C'était sa version de m'exclure complètement de Noël. J'ai supprimé le message vocal. Le deuxième venait de Romain. Il était déjà irrité. Il a dit que le service de facturation du navire avait bloqué leur compte à bord jusqu'à ce que les charges soient vérifiées. Il a dit qu'il ne pouvait rien commander. Il ne pouvait rien acheter. On leur avait dit qu'ils pourraient ne pas être autorisés à quitter le navire au prochain port tant que le solde ne serait pas réglé. Puis il a dit, « Tu es ridicule. Règle ça, c'est tout. Réglez ça. » Ils avaient pris des vacances de luxe de 2 semaines, utilisé ma carte de crédit comme un distributeur automatique, en avaient ri dans une conversation de groupe qu'ils pensaient que je ne verrais pas, et maintenant, je devais régler ça. À midi, Romain a changé de tactique. Allez, on est coincé au milieu de l'océan. Tu gâches Noël. Je n'ai pas répondu. Je me suis plutôt préparé le petit déjeuner, j'ai mis de la musique et j'ai savouré ce rare moment de contrôle. Vers 13h, j'ai rappelé la compagnie de croisière, leur disant que je voulais m'assurer que le signalement de fraude était toujours actif. Ils l'ont confirmé. Ils ont aussi mentionné quelque chose de nouveau. Comme les charges étaient officiellement contestées, le compte de la famille avait été restreint jusqu'à la clôture de l'enquête. Pas de repas en dehors de la salle à manger gratuite. Pas de boissons, pas d'excursions, pas de spa, pas de forfait internet. Essentiellement, ils étaient coincés sur un hôtel flottant sans commodité. Rien que cette image a rendu mon café meilleur. Vers 15h, j'ai finalement répondu par texto. Pas à eux, non. J'ai envoyé un texto à mon avocat, parce que voici ce que ma famille n'avait pas envisagé. La maison dans laquelle ils vivaient n'était pas la leur. Ils ne l'ont jamais payée. Ils n'ont jamais aidé à l'entretenir. Ils n'ont jamais contribué d'un centime. J'ai acheté cette maison à 26 ans après avoir été promu à mon travail dans l'informatique. Mes parents avaient des difficultés financières, et les aider me semblait être la bonne chose à faire à l'époque. Ils ont emménagé avec l'accord qu'ils s'occuperaient des responsabilités de base et ne me traiteraient pas comme un portefeuille ambulant. Ils ont tenu leur part du marché pendant environ 8 mois. Puis les vieilles habitudes sont revenues. Soudain, je finançais les réparations, les courses, les factures, tout en étant traité comme un inconvénient. Et puis ils ont eu le culot de me laisser derrière pour Noël tout en utilisant ma carte de crédit. Alors, j'ai posé une simple question à mon avocat, quelles sont mes options ? Il s'est avéré que j'en avais plusieurs. À 16h30, j'avais un plan. Et à 18h, j'étais sur le porche de mes parents avec un serrurier. Je lui ai dit que je devais remplacer toutes les serrures, porte d'entrée, porte arrière, entrée du garage et la cabane. Cela a pris 1h30. Je suis resté dans le froid tout le temps, le regardant travailler, me sentant plus calme que je ne l'avais été depuis des mois. Quand il m'a tendu les nouvelles clés, j'ai senti quelque chose s'installer en moi, quelque chose de définitif. Leurs clés ne fonctionneraient pas quand ils rentreraient. Ils monteraient sur le porche après des vacances gâchées, brûlées par le soleil et fauchées, et serraient la porte et découvriraient qu'ils n'étaient plus les bienvenus. Ni dans ma maison, ni dans ma vie.
Le lendemain matin, la panique dans leurs messages était devenue frénétique. Leur compte à bord avait été complètement fermé. Leur vol de retour avait été gelé. La compagnie de croisière exigeait une méthode de paiement vérifiée et ils devaient me parler immédiatement, mais je ne répondais pas. Ce n'était que la première phase. Ils ont atterri un dimanche soir. Je connaissais le numéro de vol exact. Je l'avais mis en favori dans mon application de compagnie aérienne car la réservation était toujours sous mon compte, liée à la carte de crédit qu'ils avaient vidée sans demander. J'ai regardé l'avion atterrir en temps réel tout en dînant. J'ai mangé du saumon, au fait. Ils auraient de la chance de trouver un sandwich de station-service le temps qu'ils comprennent ce qui les attendait. Ils étaient censés entrer dans une maison chaude après leur croisière de luxe. Poser leurs valises, jeter leurs serviettes dans la machine à laver, peut-être se disputer sur le plat à emporter à commander. Ils s'attendaient à ce que tout soit exactement comme ils l'avaient laissé, calme, prévisible, confortable. Mais c'était avant qu'ils ne commettent l'erreur de me montrer à quel point je comptais peu pour eux. J'ai tout vu grâce à la caméra de la sonnette. À 18h12, ma mère s'est approchée la première, toujours en vêtements de voyage et avec un chapeau mou qui lui donnait l'air de sortir tout droit d'une brochure de complexe hôtelier. Elle a essayé sa clé une fois, puis deux. Elle l'a regardée comme si elle s'était peut-être trompée de clé. Derrière elle, mon père roulait deux grandes valises et un bagage à main. Il avait l'air brûlé par le soleil et fatigué. Il a essayé sa clé aussi. Sans succès. Puis sont venus les coups à la porte. Ils ont frappé pendant 10 minutes. Ma mère a même appuyé sur la sonnette comme si elle s'attendait à ce que je réponde, comme si j'avais juste fait une sieste à l'étage ou quelque chose du genre. Quand ils ont finalement abandonné et se sont assis sur le banc du Porsche, mon téléphone s'est mis à sonner. Je l'ai laissé faire, appel après appel après appel. Finalement, ils sont partis. Cette nuit-là, j'ai rouvert la conversation de groupe juste pour voir. Ma mère, Camille, on est enfermés dehors. Pourquoi as-tu changé les serrures? S'il te plaît, appelle-moi. On peut en parler. Puis Romain, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sérieusement, tu fais ça? Oh, ce qui ne va pas, c'est d'utiliser quelqu'un, de le laisser en dehors des fêtes, puis de dépenser des milliers sur sa carte de crédit sans même une conversation. Le lendemain matin, je suis passé en voiture tôt, je me suis assise dans ma voiture devant la maison, un café à la main, observant le Porsche comme un champ de bataille que j'avais déjà gagné. Mon avocat avait les papiers d'expulsion prêts. Je les ai envoyés à chaque adulte concerné, courriel, courrier recommandé, et j'ai même déposé une copie à l'adresse du motel temporaire de mes parents une fois que je l'ai confirmé en ligne. Je n'étais pas subtil. Je voulais qu'ils sachent que c'était fini. Dans la vie, j'ai inclus une facture détaillée, 7 647,46 € de fraude à la carte de crédit, frais de serrurier d'urgence, frais juridiques et loyers impayés datant des 18 derniers mois car, oui, je pouvais les facturer rétroactivement. Solde total, 22 060,11 €. Payable immédiatement. Cette nuit-là, Romain a essayé d'appeler d'un numéro différent. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Il a laissé un message de 4 minutes qui commençait en prétendant être calme et se terminait par lui hurlant que je détruisais la famille. Il a dit que j'étais froide, que maman n'avait nulle part où aller, que papa était humilié. Il a dit qu'ils étaient une famille et que la famille pardonne. Ils ne m'ont pas pardonné quand ils m'ont laissé derrière. Ils ne se sont pas souciés quand ils ont acheté des forfaits spa assortis sur mon compte. Ils ne m'ont même pas invité au dîner de Noël. Et maintenant, ils étaient en colère parce que la belle vie était terminée. 3 jours plus tard, ils sont revenus à la maison. Je regardais depuis chez mon ami. La caméra de la sonnette a envoyé la notification, et j'ai regardé. Mon père criait. Ma mère sanglotait. Il a frappé à la porte et a crié dans la caméra, exigeant que je sois une adulte et que j'arrête ces bêtises. Il a dit que je leur devais une conversation. Ils ne m'en ont jamais accordé une. J'ai regardé jusqu'à ce qu'ils abandonnent à nouveau. Puis j'ai transféré la vidéo à mon avocat. Il est toujours bon d'avoir des preuves, surtout quand on a affaire à des gens qui réécrivent l'histoire. Cette semaine-là, leur premier paiement était dû. Ils l'ont ignoré, alors je suis passé à la vitesse supérieure. Au moment où leur vol de retour a atterri, je pensais avoir tout prévu. Carte de crédit gelée, serrure changée, expulsion déposée. J'avais même un avocat sous contrat et une montagne de preuves écrites.
mais j'ai sous-estimé deux choses, à quel point les gens deviennent désespérés quand la poule aux œufs d'or s'arrête, et jusqu'où ma famille était prête à aller pour s'accrocher à une vie qu'elle n'avait pas méritée. Tout a commencé par une lettre, une qui est apparue sous la porte de mon appartement comme si elle avait été livrée en main propre. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une impression de l'avis d'expulsion que j'avais envoyé, maintenant couverte de l'écriture de mon frère Romain, gribouillage, soulignement, note en marge. Au début, j'ai pensé que c'était juste lui qui fulminait, mais niché dans l'enveloppe se trouvait une copie de quelque chose d'autre. Un accord de copropriété, tapé, signé et daté de 3 ans. Selon ce document, mon père aurait contribué à hauteur de 37 000 € à la compte de la maison et était copropriétaire, en esprit, sinon en titre. Il y avait même un tampon de notaire en bas. Devinez quel nom y figurait? Nathalie. Ma tante. Celle qui avait posté, seulement ce qui compte, en sirotant des cocktails lors d'une croisière que j'avais apparemment payée. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai simplement fixé la page. Ce n'était même pas bien fait. La police de caractère ne correspondait pas. Les dates étaient décalées de 6 mois. Et la signature qu'ils avaient utilisée pour moi, c'était une ancienne, la façon dont je signais mon nom à l'université. Ils avaient falsifié un document légal. Et je ne veux pas dire qu'ils ont mal compris. Je veux dire, ils ont imprimé des mensonges, les ont fait tamponner par ma tante et ont essayé de les soumettre comme preuve pour annuler l'expulsion. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas répondu par texto. J'ai tout transféré à mon avocat, qui a à peine scié avant de dire que nous devions déposer une plainte pour fraude. Le faux et usage de faux dans un litige immobilier est un crime, pas un malentendu, pas un drame familial, un crime. J'ai tout soumis, des copies des vrais documents de la maison, des relevés financiers montrant que chaque euro venait de mon compte, et des textos de cette époque où mes parents me remerciaient de les laisser rester jusqu'à ce qu'ils puissent se remettre sur pied. En 48 heures, l'accord falsifié avait déclenché une enquête officielle. Je pensais que ce serait le pire, mais il n'avait pas fini. Le jeudi, j'ai reçu un appel du service des fraudes de ma société de carte de crédit. Apparemment, quelqu'un avait appelé en se faisant passer pour moi. Ils ont essayé d'annuler la contestation, ont dit à l'agent qu'ils avaient autorisé toutes les charges, et qu'il n'y avait pas de fraude, juste une confusion. L'agent l'a immédiatement signalé. C'était la voix de ma mère. Elle n'a même pas essayé de la déguiser. Cela a déclenché une deuxième enquête, cette fois pour tentative d'usurpation d'identité. Donc, maintenant, ils étaient enfermés hors de la maison, faisaient face à une expulsion et risquaient potentiellement des poursuites pénales. Et puis, juste au moment où je pensais qu'ils allaient se calmer, j'ai eu une tape inattendue sur la vitre de ma voiture en quittant l'épicerie. C'était une femme nommée Clara. Elle habitait à quelques maisons de celle où mes parents vivaient. Elle m'a reconnu et a dit qu'elle voulait me contacter parce que quelque chose lui semblait étrange. Elle m'a dit que Romain était revenu non pas une, mais 3 fois, toujours tard le soir, toujours par le portail latéral. Elle l'a vu se promener dans le jardin, essayant la fenêtre du sous-sol. Une fois, elle l'a même entendu jurer et donner des coups de pied dans la clôture. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle appelle la police la prochaine fois. Je lui ai dit oui et les remercié sur le champ avec une carte cadeau de 100 €. Je n'ai pas attendu. Je suis allé directement au poste de police et j'ai déposé une plainte pour violation de propriété, j'ai soumis les images de la caméra de sécurité et j'ai demandé une ordonnance restrictive. Elle a été approuvée le lendemain matin. Romain était légalement interdit de s'approcher de ma propriété. J'ai envoyé des copies de l'ordonnance à son courriel et à tous les numéros de téléphone que j'avais. 2 heures plus tard, ma mère a laissé un message vocal, en pleurant, disant que je détruisais la famille. Romain m'a envoyé un texto, jurant ses grands dieux qu'il essayait, juste de récupérer des affaires qu'il avait laissées. Ils n'avaient rien laissé. La seule chose qu'ils aient jamais apportée dans cette maison était leur sentiment que tout leur était dû. Non, ils étaient enfermés dehors, sous enquête, et faisaient face à des milliers d'euros de frais juridiques. Mais je n'avais pas fini, car ils me devaient encore de l'argent. Et j'avais bien l'intention de le récupérer. 2 semaines. C'est le temps qu'il a fallu pour que leur monde entier s'effondre. À ce moment-là, l'expulsion était terminée, les signalements de fraude étaient actifs, et la société de carte de crédit avait clos le dossier en ma faveur. La compagnie de croisière a refusé de leur rembourser quoi que ce soit. La compagnie aérienne a bloqué leur profil de voyage pour comportement de réservation non autorisé. Et la banque avait signalé mon compte pour une surveillance de sécurité accrue,
sauf que cette fois, c'était pour me protéger. Je m'attendais à de la résistance. Je m'attendais à des plaintes, à des tentatives de culpabilisation, peut-être même à une visite surprise. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la suite. Tout a commencé par un message vocal d'une agence de recouvrement. Pas pour moi, pour ma mère. Apparemment, une fois que j'ai gelé ma carte en pleine croisière, elle s'est démenée pour couvrir le reste avec son propre crédit. Elle a atteint le plafond de 2 de ses cartes, essayant de maintenir l'illusion. Quand cela s'est tari, elle a fait des chèques sans provision à la compagnie de croisière. Ils ont été rejetés. Alors, maintenant, une agence de recouvrement l'a traquée pour une dette de 4 250 € qu'elle ne pouvait même pas commencer à payer. Je leur ai donné son adresse postale actuelle. C'était un motel de séjour prolongé 2 étoiles près de l'autoroute où il fallait payer à la semaine et cuisiner sur une plaque chauffante. L'agence m'a remercié. C'était tout. Mais ce n'était pas le plus gros coup. Le véritable effondrement est survenu lorsque j'ai reçu un appel de la banque, plus précisément du service des prêts hypothécaires liés à la vieille maison que mes grands-parents avaient laissée. Techniquement, cette maison avait toujours été au nom de mes parents. Ils en avaient hérité, mais elle tombait en ruine depuis 2016, fuite, moisissure noire, impôts impayés. En 2020, je suis intervenu et j'ai tout payé. Je l'ai rénové de fond en comble, j'ai couvert 3 ans d'arriérés d'impôts et je l'ai utilisé comme bien locatif pour un revenu supplémentaire. Je n'ai jamais transféré l'acte de propriété, et ce fut mon erreur, car lorsqu'ils ont réalisé que leur fantasme de croisière s'était transformé en une tempête juridique, ils ont essayé de refinancer cette maison dans mon dos. La banque l'a immédiatement signalé. Ils ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un répertorié comme non propriétaire, moi, avait été celui qui effectuait tous les paiements et détenait la police d'assurance. Ils ont appelé pour clarifier la propriété. Je leur ai tout raconté. Cette nuit-là, j'ai sorti les reçus, factures d'entrepreneur, virements bancaires, police d'assurance, contrat de location à mon nom, et un contrat tapé signé par mon père il y a 3 ans, un accord informel à l'époque qui est devenu maintenant un levier en béton. J'ai demandé la pleine propriété, une action en revendication de propriété. Mon avocat l'a préparé en 2 jours. La propriété a été bloquée, les revenus locatifs redirigés vers mon compte, mes locataires informés. Et mes parents, ils n'en avaient aucune idée jusqu'à ce qu'ils essaient d'entrer dans cette maison le week-end suivant. Ils pensaient pouvoir y retourner, l'utiliser comme plan de secours pendant que les choses se calmaient. Mais le code avait changé, la serrure était remplacée, et le porche avait un avis jaune vif épinglé à la porte, propriété privée. Les intrus seront poursuivis. Romain a laissé un message vocal le lendemain matin. Il a dit que j'étais mentalement instable. Il m'a accusé de voler la famille. Il a dit qu'il n'avait nulle part où aller. Nulle part où aller. Drôle, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand ils m'ont laissé derrière à Noël. Pas d'invitation, pas d'explication, pas de place à la table. Ils voulaient m'effacer jusqu'à ce que l'argent se tarisse. Non, ils étaient enfermés hors des 2 maisons, vivant de dîners de restauration rapide et de micro-ondes de motel, devant plus de 22 000 € de dommages, sans compter les frais juridiques et les loyers impayés. J'ai entendu par un ami qu'ils avaient essayé d'aller à l'église pour obtenir du soutien, me dépeignant comme la fille amère qui s'était retournée contre eux. Le pasteur m'a appelé, gêné et incertain, demandant ma version des faits. Je lui ai dit, ils m'ont volé, ont menti à mon sujet, ont falsifié ma signature et ont essayé de s'introduire chez moi. Vous pouvez prier pour eux si vous voulez. Je ne vous en empêche pas. Je n'étais plus intéressé par la vengeance. Ce n'était pas de la vengeance. C'était des mathématiques. Action, conséquence. Et nous arrivions à peine à 0. La dernière chose que l'un d'eux m'ait dite était un texto de ma mère à 2h17 du matin, « Tu as fait passer ton message. » Nous n'oublierons jamais ça. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, pas de « nous avons tout gâché ». Juste une dernière pique, comme si j'étais la méchante qui avait surréagi à un simple malentendu. Comme si je n'avais pas passé toute ma vie d'adulte à financer leur confort pour être ensuite exclu de la famille à laquelle ils étaient si impatients de trinquer sans moi. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas pensé à répondre. Je l'ai supprimé à la seconde où j'ai fini de le lire et j'ai éteint mon téléphone pour le reste de la nuit. Ce fut le dernier contact que j'ai jamais eu avec l'un d'eux. Ce qui a suivi n'a pas été dramatique. C'est la partie dont personne ne parle. Il n'y a pas d'explosion satisfaisante à la fin d'une tempête comme celle-ci. L'invité s'arrête.
Il restait quelques dates au tribunal, calme, procédural. Je n'ai même pas eu à me présenter. Mon avocat s'en est occupé. L'action en revendication de propriété a été acceptée. La deuxième maison était officiellement la mienne maintenant, ce qui signifiait que la dernière chose qui restait à leur nom avait disparu. Pas d'actifs, pas de plan de secours, aucun endroit où se replier. Ils ont essayé de se battre, affirmant que j'avais profité d'eux, affirmant qu'il y avait une entente. Mon avocat a sorti une chronologie qui aurait embarrassé un politicien, photos, reçus, fils de courriel, confirmation par texto, même de vieux enregistrements de messagerie vocale. Il ne s'est pas contenté de les faire taire, il a enterré l'histoire qu'ils essayaient de vendre. Une fois que le juge a signé, j'ai de nouveau fait changer les serrures. J'ai aussi installé des caméras à la propriété locative. J'ai donné aux locataires un contact de sécurité au cas où. Ils ne se sont plus jamais approchés. Puis le tribunal a ordonné une restitution pour la fraude. Il me devait 22 000 €. Ce montant ne sera jamais payé, et ça me va. Laissons la dette là. Laissons-la entacher leur dossier de crédit pour les 10 prochaines années. Laissons-la les suivre chaque fois qu'ils essaieront de recommencer. Je n'ai jamais voulu l'argent. Je voulais la limite, et maintenant elle était tracée, gravée dans la pierre. Quelques semaines plus tard, j'ai eu des nouvelles de quelqu'un qui avait croisé Romain, un ami commun de l'université, quelqu'un qui ne connaissait pas toute l'histoire. Il a dit que Romain avait l'air mal en point. Qu'il passait toujours d'un emploi temporaire à l'autre, qu'il blâmait les drames familiaux pour son incapacité à se remettre sur pied. Il a dit aux gens que je m'étais retourné contre lui, que j'avais tout gâché. Cela m'allait. Laisse-le parler. Laisse-le raconter son histoire aux gens qui ne posent pas de questions. Je m'en fichais. J'avais cessé de me justifier il y a longtemps. Pour la première fois depuis des années, je ne m'occupais de personne. Je ne réglais pas leurs problèmes ni ne couvrais leurs factures. Je n'attendais pas leur approbation ni n'essayais de prouver que je méritais d'être incluse dans une famille qui ne me voyait comme utile que lorsque cela lui convenait. Noël est revenu, 1 an après la croisière. Je n'ai pas décoré de sapin, je n'ai pas acheté de cadeaux. Je suis parti pour le week-end à la place. Un chalet dans le nord. Juste moi, de la neige et un feu qui est resté allumé tout le temps. Pas d'appel, pas de culpabilité, pas de demi-vérité ou de fausses excuses, pas d'image de caméra de sonnette de quelqu'un essayant de s'introduire. Juste la paix. On dit que couper les ponts avec sa famille, c'est comme se couper d'une partie de soi-même, mais je ne l'ai pas ressenti comme ça. C'était comme si je retirais enfin mon pied d'une pédale d'accélérateur qui avait été enfoncée toute ma vie. C'était le silence, l'espace, l'oxygène. Je ne sais pas où ils sont maintenant. Je m'en fiche. Ils n'ont pas cherché à me contacter et je n'ai pas vérifié. Ils ont perdu une maison, une propriété locative et l'accès à ma vie. J'ai perdu 3 personnes qui ne m'ont jamais vraiment vu comme autre chose que ce que je pouvais offrir. Il semble que Jean soit sortie gagnante. Ils ont passé des vacances à prétendre que je n'existais pas. Je leur ai donné un avenir où c'est réellement le cas. C'était la fin. Et je n'ai pas regardé en arrière.